Le sionisme et le drame israélo-palestinien expliqué par Pierre Stamboul, porte-parole de l'Union des Juifs français pour la paix, dans son livre « La Nakba ne sera jamais légitime », chapitre 4, dit Papa, c'est quoi l'antisémitisme ? Suite. 4.3, l'antisémitisme à l'Est, suite. En URSS même, le complot des blouses blanches en 1953 ne laisse aucun doute sur le retour de l'antisémitisme. En janvier 1953, la Pravda dénonce un complot de bourgeois sionistes organisé par le Congrès juif mondial et financé par la CIA. Plusieurs médecins, presque tous juifs, sont arrêtés. Ils seront sauvés par la mort de Staline. Les accusations seront alors abandonnées. En Pologne, où plus de 10% de la population était juive avant-guerre, il n'en reste que 30 000 en 1968. Pour mieux réprimer les manifestations d'étudiants qui éclatent en mars 1968, le secrétaire général du PC, Gomulka, fait entrer au gouvernement le courant des partisans, mouvement antisémite dirigé par le général Mossad. Celui-ci va traquer systématiquement tous les juifs qui ont un quelconque poste de responsabilité, les arrêter ou les pousser au départ. Ces juifs sont bien sûr accusés de sionisme alors que la plupart étaient communistes. Parmi ceux qui quittent la Pologne, il y a Léopold Trepper, l'ancien chef de l'Orchestre Rouge. On lit en note l'histoire de ce réseau d'espionnage au profit de l'Union soviétique pendant la Seconde Guerre mondiale est racontée dans 2 livres, celui de Gilles Perrault en 1967 et Le grand jeu de Léopold Trepper en 1975. Dans le Yiddishland révolutionnaire, Sileps 1983, Alain Brossat et Sylvia Klingberg racontent la trajectoire de nombreux communistes juifs qui furent héroïques face au nazisme et seront broyés par le stalinisme et le retour de l'antisémitisme. Et la plupart finiront leur vie en Israël. Enfant, j'ai découvert l'URSS au début des années 60. Mes grands-parents paternels vivaient à Kishinev, capitale de la Moldavie, dans une petite maison communautaire où cohabitaient une famille juive de langue russe, une famille moldave de langue roumaine et une famille ukrainienne antisémite. Sur la carte d'identité de mes grands-parents, il y avait écrit « Nationalité juive, citoyen soviétique ». Je précise que mes grands-parents étaient athées. Au nom de cette politique des nationalités, les Juifs qui n'avaient pas de territoire spécifique, à la différence des autres nationalités, étaient étrangers partout en URSS. On lit en note, certes, il y a eu le Birobidjan, territoire sibérien insalubre, que Staline avait eu l'idée lumineuse de donner aux Juifs. Le yiddish y est la langue officielle, mais le nombre de Juifs qui s'y sont rendus est extrêmement faible. Fin de note. Il y avait pour eux 6 places sur 300 à l'université de mathématiques de Kishinev, alors que les Juifs formaient le quart de la population. J'ai ce souvenir de la visite dans la petite maison de 2 types, officiellement venus pour célébrer l'amitié franco-soviétique. Nous sommes en 1963. Leur tenue était caricaturale, le même look que Jacques Palmer dans la bande dessinée de Pétillon, l'enquête corse de l'an 2000. Mon père était ingénieur dans la fabrication du sucre. Les 2 types lui demandent d'espionner pour l'Union soviétique. Mon père refuse. Dites donc, espèce de sale juif, vous ignorez que d'après nos lois, nous pouvons vous garder, vous et votre femme, et que seuls les enfants repartiront en France. Ils sont revenus nous terroriser, mais on est reparti sans problème. On a su après que d'autres juifs venus visiter leur famille avaient connu la même scène. Pourquoi remuer tout ce passé ? Le communisme a été un grand espoir pour beaucoup de juifs qui ont profondément adhéré à la perspective d'émancipation
qu'il représentait. Cet espoir a été brisé par le stalinisme et par le retour de l'antisémitisme. Les Juifs ont servi de bouc émissaire une fois de plus, le sionisme en a profité. Dès que les Juifs soviétiques et avant eux les Roumains ont pu partir, vers 1990, ils l'ont fait massivement. Aujourd'hui, le quart de la population juive en Israël est d'origine soviétique. Beaucoup de ceux qui ont profité de cette immigration n'ont qu'un rapport très vague, voire aucun rapport avec le judaïsme. Le russe est parlé partout. D'anciens dissidents soviétiques, comme Anatoly Tcharansky, sont devenus des politiciens israéliens d'extrême droite, fer de lance de la colonisation. Le parti fascisant Israël Beitenu d'Avigdor Lieberman a été longtemps le parti des Russes en Israël. Il existait en Palestine mandataire, avant 1947, un puissant parti communiste à la fois palestinien et juif. Sur ordre de Staline, il a abandonné sa position favorable à un État palestinien. Et il s'est rallié en 1947 à la partition. Il a ainsi perdu une bonne partie de ses membres et n'a plus joué le rôle qui aurait dû être le sien. Oui, un communisme internationaliste aurait pu être une alternative au nettoyage ethnique de 1948 et à ses suites. Mais on ne refait pas d'histoire. 4.4. Les assassins de la mémoire. À la Libération en France, l'épuration n'a pas été toujours synonyme de justice. Il y a eu des exécutions sommaires, des femmes tondues par des, entre guillemets, résistants du mois de septembre, on dit en note. Paris est libéré en août 1944. Ce terme désigne ceux qui se sont prétendus résistants après la libération, fin de note. Et pas mal d'authentiques collaborateurs qui sont passés à travers les mailles du filet. Au bout de quelques années, les antisémites recommencent à s'exprimer à haute voix. Écrivain d'extrême droite et proche de Brasillac, qui a été fusillé en février 1945, Maurice Bardèche, 1907-1998, est un fasciste qui a fait l'éloge des phalangistes espagnols. Brièvement emprisonné pour collaboration à la libération, il est vite libéré. Dans Nuremberg ou la Terre promise, il fait l'éloge de l'Allemagne nazie et se montre ouvertement négationniste sur l'extermination des Juifs. Il écrit, citation, « Si la délégation française trouve des factures de gaz nocifs, elle se trompe dans la traduction et elle cite une phrase où l'on peut lire que ce gaz était destiné à l'extermination, alors que le texte allemand dit en réalité qu'il était destiné à l'assainissement, c'est-à-dire à la destruction des poux dont tous les internés se plaignaient. » Fin de citation. Ce négationnisme d'extrême droite fera vite fureur. Louis Darquier de Pellepoix, 1897-1980, commissaire général aux questions juives du régime de Vichy après 1942, condamné à mort par contumace en 1947 et exilé en Espagne franquiste, déclarera au journal L'Express peu avant sa mort, citation, « Je vais vous dire, moi, ce qui s'est exactement passé à Auschwitz. On a gazé, oui, c'est vrai, mais on a gazé les poux. » Fin de citation. Cet antisémitisme et ce négationnisme pathologique n'ont pas été seulement le fait des nostalgiques du fascisme. Paul Racinier, 1906-1967, a été communiste puis membre de la gauche de la SFIO. Il a été déporté à Buchenwald. Il est député SFIO à la Libération. On ignore les causes d'une évolution politique vers l'extrême droite qui va mener à son exclusion de la SFIO, puis à celle de la Fédération anarchiste. Il y avait adhéré en 1953.
Au début, Racinier dénonce le comportement des communistes dans les camps de concentration. Ses livres sont édités par l'extrême droite et il fréquente des néo-nazis allemands. Il commence à écrire sous un faux nom dans le journal Rivarol. Il est considéré comme le père du révisionnisme de gauche. Il a jeté des ponts entre l'extrême droite et l'ultra-gauche.